vraiment effrayante, mais malgré tout, on tient le choc. C'est une population qui vit dans la peur et dans la guerre depuis des décennies et qui, à chaque témoignage, montre, comme vous l'avez rappelé, une certaine dignité et un certain respect des règles. C'est-à-dire qu'ils ont des procédures, ils sont habitués en fait à vivre sous la menace des roquettes, des attentats terroristes, malheureusement, des bombes et des risques quotidiens. Et face à ça, la société s'est organisée pour faire face à ces multiples menaces. Vous l'avez rappelé, cette attaque terroriste vient 50 ans après la guerre du Kippour, mais entre la guerre du Kippour et la menace terroriste, enfin l'attaque terroriste du 7 octobre, il y a eu différents tirs de roquettes, différentes menaces, différentes bombes qui ont été pesées et qui ont menacé la population israélienne depuis des décennies. Maintenant, la question qu'on doit se poser, une fois qu'on a dit ça, c'est quelles répercussions et quelles solutions sont possibles. Évidemment, on ne peut pas donner des conseils aux Israéliens. Ils ont tout à fait le droit de se défendre au regard du crime contre l'humanité qui leur a été commis contre eux le 7 octobre. Seulement, il faut réfléchir également aux conséquences. Évidemment, qu'en termes d'opinion publique et en termes d'impact au niveau de la situation dans laquelle est Benyamin Netanyahou, évidemment qu'il doit réagir très fort. Évidemment qu'il doit faire en sorte que tous les responsables du Hamas soient attrapés, soient traduits en justice et payent pour le crime qu'ils ont commis. Seulement, la question qui est posée, notamment au ministre de la Défense, c'est est-ce que ça leur coûtera pas plus cher à long terme d'impacter la population de la bande de Gaza? Est-ce qu'en attaquant très fort de manière terrestre, en bombardant et en faisant des victimes collatérales, ils ne vont pas créer des futurs membres du Hamas à long terme? C'est ce qui s'est passé notamment avec le parallèle qui a été fait très rapidement avec les attentats du 11 septembre. Il était tout à fait normal que les États-Unis réagissent très fort contre l'Afghanistan et le régime des talibans qui avait abrité Oussama Ben Laden. Seulement, 20 ans après, on a eu des futurs terroristes qui ont été émergés. On a eu des Daesh qui ont émergé sur les cendres de l'Irak et de l'Afghanistan, qui ont créé beaucoup plus de victimes à long terme. Je pense qu'Israël doit réagir très fort, de manière coordonnée, de manière ciblée, pour faire en sorte que le Hamas disparaisse et paye les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis. Seulement, il faut distinguer les gens qui ont commis des peines et est-ce que ce sont des enfants, les gens qui habitent à Gaza, qui n'ont pas pu fuir depuis longtemps, qui doivent être victimes de tout ça? C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. On ne saura jamais, c'est comme toutes les hypothèses qui ont été formulées sur le 11 septembre. Pourquoi est-ce que George W. Bush était apparemment au courant et n'a rien fait? Enfin, c'est toutes les théories comme on ne saura jamais et qui posera beaucoup de questions. La seule question que maintenant on peut se poser, avec les questions que vous avez posées à la fois sur la réaction du monde arabe et sur la réaction américaine, c'est qu'est-ce qui va se passer et de quoi ont peur les différentes capitales? Je pense que tout le monde a peur de ce qu'on appelle une régionalisation du conflit. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant, c'est que le Hamas avait 2-3 motifs principaux. Le premier, c'était montrer qu'ils étaient encore présents, qu'ils avaient une utilité sur la population, et surtout casser le deal et le rapprochement entre Israël et certains pays du monde arabe, donc pour casser ce qu'on appelle les accords d'Abraham menés par les Américains sous l'égide de Donald Trump et poursuivis par Joe Biden. Donc un rapprochement des pays du Golfe avec Israël. Depuis l'attaque du 7 octobre, tous les pays du monde arabe qui se rapprochaient d'Israël ont commencé à reculer en arrière. Parce que certes, ce sont des dictatures, mais on se rappelle qu'il y a 10 ans, 15 ans, il y a eu les printemps arabes. Donc ces dictateurs-là ont peur d'une révolution de leur propre peuple qui ne comprendraient pas comment leurs dirigeants se rapprocheraient d'Israël alors que, entre guillemets, leurs frères palestiniens sont en train de mourir. Ça, c'est le premier élément. À partir de ce moment-là, quelle peut être la réaction d'Israël? Si Israël comprend et voit que vraisemblablement le Hamas n'a pas pu agir tout seul et qu'ils ont peut-être été aidés par le Hezbollah, comme l'a rappelé Harold, éventuellement par les forces COPS, donc les forces des gardiens de la Révolution, à l'époque menées par le général Soleimani, maintenant par Kahani, et donc directement par l'Iran. Israël a tout le motif pour attaquer et le Hezbollah et l'Iran. Donc vous arrivez sur une régionalisation des conflits, qui passerait d'un conflit du Hamas entre Israël et le Hamas, donc une force terroriste et un État démocratique, vers un conflit, une sorte de guerre sainte entre un monde judéo-chrétien et le monde arabe. Et là, ce sera un véritable problème. Donc moi, je pense que l'objectif des États-Unis, d'une part, c'est d'aider Israël pour éviter une extension du conflit et surtout dire à Israël: on vous aide, mais les conditions de notre aide, c'est que vous bombardez ni le Hezbollah, ni le Liban, ni l'Iran pour ne pas régionaliser le conflit. Là, si tu as 3 ans après Samuel Paty. Oui, on peut toujours dire qu'on peut faire mieux après, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Vous avez un ensemble d'éléments, de terreaux, qui peuvent faire dire que des personnes peuvent passer à l'acte. Vous avez, depuis une semaine, le conflit entre Israël et le Hamas, et donc du coup, une remontée des actes antisémites qui peuvent être une des raisons pour certaines personnes qui suivent les principes de l'islamisme, de passer à des actes terroristes. Vous avez une présence française qui est importante en Afrique subsaharienne et qui provoque des pertes et on est venu en Afrique subsaharienne pour déloger les islamistes. Donc, ces organisations peuvent nous envoyer quelques personnes afin de nous causer quelques problèmes. Notre modèle laïcar provoque des tensions communautaires. On l'a vu notamment avec le port de l'abaya lors de la rentrée scolaire. Donc, vous avez un ensemble d'éléments, un ensemble de faisceaux d'indices qui peuvent conduire des personnes à passer à un acte terroriste. La question, c'est maintenant comment on fait.
Il y a des personnes qui vous disent, en raison de 5-6 personnes qui peuvent passer un acte terroriste, on stoppe tous les flux migratoires. Ce serait de dire, la France change de modèle, 200 000, 300 000 personnes ne peuvent pas venir en France à cause de 10 personnes. Ça veut dire que c'est la loi de la majorité qui doit s'adapter à 3, 4, 5 personnes, donc une loi de la minorité. Moi, je pense que ce n'est pas ça le sujet, et Gérald Darmanin a plutôt mis des bons signaux. C'est-à-dire que lorsque vous venez en France, lorsque vous êtes accueilli dans le territoire français, être français ou être accueilli sur le territoire français est une chance. Donc si par cas vous ne respectez pas les règles, si par cas vous êtes suspect de radicalisation, de liens de proximité avec des organisations qui sont non amies avec de la France, vous avez de la sympathie pour le terrorisme, etc., vous n'avez rien à faire en France. Effectivement, être sur le territoire français, détenir un titre de séjour, être accueilli et donc disposer de l'hospitalité de la France, des services publics, etc., doit se mériter. Les personnes qui ne sont pas dans ce cadre-là doivent être expulsées le plus rapidement possible. Ensuite, je tiens quand même à le rappeler, et on arrive à quelques attentats terroristes, mais que beaucoup ont été déjoués. Mais oui, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On ne peut pas culpabiliser à longueur de temps les responsables politiques, les forces de sécurité intérieure, les forces de justice qui essaient de faire le maximum. Il n'y aura pas de risque zéro. On doit vivre avec cette menace. La question, c'est comment on fait pour s'adapter. Est-ce que, par exemple, on doit faire un lien avec ce qui se passe en Israël, qui vit sous menace terroriste permanente, et donc adapter notre système de sécurité comme l'a fait Israël? C'est la question que je vous pose, Jonathan Sixou. En effet. Non, mais c'est très compliqué, vous avez raison de le dire, parce qu'Israël a quasiment déjà perdu, malheureusement. Ils ont perdu. La guerre de la com, en tout cas. Mais non, mais c'est même plus loin, parce qu'en fait, le 7 octobre, c'est eux qui ont vécu un drame. C'est eux qui ont vécu la plus grande nombre d'exterminations de juifs depuis la Shoah. Donc c'est quand même inédit, et une partie du monde occidental a quand même trouvé le moyen de dire, quand on en est, comme l'a rappelé Karima, c'est quand même un peu de leur faute si par cas ils ont subi autant de morts. Donc c'est quand même fantastique. On commémore souvent dans les livres d'histoire en disant attention, journée de la Shoah, etc. Il y a quand même des gens qui arrivent à justifier ce type d'acte avec quand même des bébés qui ont été égorgés. Donc ça, c'est quand même assez fantastique. Le deuxième point, c'est que alors qu'Israël et les États-Unis avaient mené un point de rapprochement avec certains pays du monde arabe, notamment les pays sunnites comme l'Arabie Saoudite et certains pays du Golfe, cet accord-là est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays arabe qui pourra se rapprocher d'Israël. Maintenant, c'est quasiment impossible parce que leur opinion publique vont dire aux dirigeants, si vous vous rapprochez d'Israël, on va vous renverser, ce sera les printemps arabes 2. Donc même quelqu'un qui est très fort comme Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite ne peut plus se rapprocher d'Israël malgré les injonctions des États-Unis, de Joe Biden et d'Anthony Blinken. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça va être très compliqué. L'autre point, c'est qu'en plus, même pour se défendre et même pour pouvoir riposter, avoir droit à une justice, maintenant ils doivent prendre des gants. C'est-à-dire que maintenant Israël ne peut pas intervenir comme ils veulent, parce qu'il y aura une pression de l'opinion publique en Israël, il y aura une pression de l'opinion publique du monde arabe, il y aura une pression de l'opinion publique occidentale qui vont dire attention, vous ne pouvez pas intervenir comme vous voulez, il faut que vous interveniez dans un certain art de la guerre, il ne faut pas toucher les civils, il ne faut pas toucher les bébés, alors qu'on sait très bien que le Hamas va utiliser la population civile comme bouclier civil. C'est quasiment certain, uniquement pour se défendre. Ils vont même utiliser les otages éventuellement pour également se défendre. Donc comment on peut faire une intervention militaire? Vous parlez d'intervention militaire, mais l'intervention militaire est très compliquée. Vous n'avez pas le droit de faire de bombardements sans faire de ce qu'on appelle des victimes collatérales. Vous ne pouvez pas intervenir au sol parce qu'il y a 126 otages, et donc du coup, imaginez que vous intervenez au sol, vous entrez carrément dans Gaza, vous allez perdre combien de cibles militaires? Vous allez perdre plus de cibles militaires que d'otages qui est libéré. Et en plus, il ne faut pas toucher la population civile, il ne faut pas toucher les écoles, il ne faut pas toucher les bâtiments, mais c'est quasiment impossible. On peut leur dire aussi qu'ils peuvent venir avec des pistolets à eau ou avec des gants de fleurs et des ballons gonflables. C'est quasiment impossible leur intervention. Donc quoi qu'il arrive, ils ont perdu. La question qui est posée, je pense pour une grande partie de l'opinion publique en Israël, c'est comment d'une part éviter ça et donc intervenir pour sauver les otages et pour exterminer les gens du Hamas et leur faire payer le prix du sang, du crime qu'ils ont commis. Et en plus, pour éviter la régionalisation du conflit, pour pas que le Liban rentre et pour pas que le Liban rentre. Ça devient très compliqué quand même. Est-ce que cela honore